Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle lecture. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer quelques extraits d'un recueil du poète palestinien Mossab Abu Toha, intitulé « Ce que vous trouverez caché au fond de mon oreille ». C'est un titre magnifique et c'est un titre qui dit déjà beaucoup sur son contenu. Tout d'abord, ce mot « caché », ce que vous trouverez caché. Caché, c'est le propre de ce qui n'est pas légitime, de ce qui n'a pas le droit d'être, de ce qui doit se dissimuler pour pouvoir exister. L'étouffement, la privation de liberté, le quotidien de ce que vivent les Palestiniens de Gaza depuis 77 ans. Et puis, ce que vous trouverez caché, vous le trouverez caché au fond de mon oreille, ce que vous trouverez caché au fond de mon oreille. L'oreille, c'est elle qui reçoit le bruit des bombes, ce bruit des bombes qui écrase tout autre bruit et qui réduit au silence la voix humaine qui ne peut plus s'entendre. Cette voix humaine, c'est ce qu'il y a de plus important dans ce qui nous constitue les uns des autres, dans notre rapport les uns aux autres. L'horreur que vivent les Palestiniens de Gaza, ce sont des chiffres, 150 000 morts depuis le début de la colonisation israélienne, 50 000 morts depuis le 7 octobre 2023, dont 20 000 enfants. Mais derrière ces chiffres, il y a des individus, des personnes. 1 plus 1 plus 1 plus 1, et puis tout ça, ça fait 50 000. Mais ce 1 plus 1, ça n'est jamais qu'une petite personne, mais c'est toute une personne, avec toute l'humanité qu'elle porte. Comme disait Camus, quand on tue un être humain, c'est toute l'humanité qu'on tue. Et l'humanité, on ne la connaît que quand elle peut s'exprimer, que quand on peut la partager. C'est la fonction du langage, c'est la fonction de l'art. Et c'est à ce titre que ce livre me semble très important, pour que l'on puisse entendre la voix de ces personnes qui vivent à l'intérieur de l'enfer. Ce que vous trouverez caché dans mon oreille est paru chez Julliard, donc il est paru en 2022, comme je vous le disais, donc avant le massacre du 7 octobre et avant la répression sanglante. Et ce qui est frappant dans ce livre, c'est que si on le lit sans savoir cette information, on a vraiment l'impression que Mossab Abu Toha nous parle de ce qui se passe aujourd'hui. Et cela nous dit d'une manière très simple que ce qui se passe aujourd'hui ne date pas d'hier et qu'il est temps d'y mettre fin parce qu'on ne peut pas laisser des êtres humains vivre dans de telles conditions génération après génération. C'est aussi ce que l'on trouve dans ce livre où il nous parle de ses parents, de ses grands-parents. Ces 3 générations qui vivent sous les bombes. Première partie donc de cette lecture sera consacrée au récit du jour où le jeune Mossab a été à 2 doigts de mourir, emporté par l'explosion d'une bombe à l'âge de 16 ans. Ce jour-là et ce qu'il y a autour de cette journée. Le texte s'intitule « Les blessures ». Et puis ensuite, je vous lirai quelques poèmes. Les blessures. Sous-titre « Agression israélienne contre Gaza, 27 décembre 2008, 18 janvier 2009 ». Samedi, premier jour de la semaine à Gaza, 16 ans, juste après les premiers examens. Je sortais de l'épreuve d'arabe, j'adorais l'arabe autant que l'anglais et le foot. Je racontais à mon père ce que j'avais répondu à l'examen. Il était midi, nous étions sur le toit de la maison à regarder les pigeons que mon père élevait. Au-dessus de nous, un plafond infini de bleu et de blanc, navire de nuages voguant lentement dans un ciel sans souffle. Une série d'explosions a secoué la maison, le quartier, a secoué la terre. Les mots sont tombés de ma bouche, se sont brisés sur mes pieds nus et raides. Des oiseaux venus de nulle part se sont mis à voler sans but dans le ciel ouvert. Certains se sont cachés dans les arbres, les pigeons tremblaient dans leurs grandes cages, pigeons ordinaires, pigeons égyptiens, pigeons king, pigeons syriens. La chute d'un œuf. Mes réponses ont dû tomber de ma copie d'examen, elles ont peut-être fondu de peur.
J'ai vu de la fumée noire s'élever d'un immeuble à quelques kilomètres de là, plus noire que l'encre de ma copie. Nous n'avons entendu les F-16 qu'une fois leur frappe achevée. Ils arrivaient de l'enfer. Dante avait oublié d'en parler. Des F-16 chargés de bombes, environ 80, ont frappé Gaza à l'unisson comme un grand roulement de tambour annonçant la mort de quelqu'un. Mais il y a bien plus de morts, je me suis dit, c'est obligé. Nous nous sommes précipités vers la radio, cette petite boîte sale qui vomit dans nos oreilles du sang et des morceaux de corps, des hôpitaux débordant de blessés à vif, de gémissements, un cadavre, une fille à qui il manque une jambe, couchée sur un lit de camp ou sur le sol couvert de sang. Plus de 200 policiers ont été tués et 700 blessés dans cette seule heure funeste. Ils s'entraînaient dans les centres de formation. 2 millions d'autres personnes tremblant pour leur vie. Ne nous réduisez pas à des nombres. C'était le premier jour de l'année. Israël avait pris pour cible un quartier du camp de Jabalia. Un dirigeant du Hamas, Nizar Rayyan, a été tué. Il a été enterré sous les décombres de sa maison avec 15 membres de sa famille. La plupart étaient ses enfants, le plus jeune avait 2 ans. À la télévision, j'ai vu un homme sortir de là un enfant sans tête, un autre sans bras ni jambes. Ils étaient si petits qu'on ne pouvait pas distinguer garçon ou fille. La haine ignore ce type de détails. Les maisons n'étaient pas du Hamas. Les enfants n'étaient pas du Hamas. Leurs vêtements et leurs jouets n'étaient pas du Hamas. Le quartier n'était pas du Hamas. L'air n'était pas du Hamas. Nos oreilles n'étaient pas du Hamas. Nos yeux n'étaient pas du Hamas. Celui qui a ordonné le massacre, celui qui a appuyé sur le bouton, ne pensait qu'au Hamas. Mon frère, Oudaïfa, est né sourd et muet. Il n'a jamais bien grandi, ni physiquement, ni mentalement, mais sur le plan émotionnel, il allait bien. Nous ne le savions pas. Il regardait la télévision avec nous lorsque des images de corps déformés et de personnes mutilées sont apparues à l'écran. 2 jours plus tard, Oudaïfa a été touché quelque part, à l'intérieur de lui, en un point pour nous invisible. Nous lui avons donné un verre d'eau, il a versé l'eau par terre, il a cassé la vaisselle, arraché le fil de la télévision, mordu ses habits. Nous avons pleuré pour lui, nous avons prié pour lui. Quelques jours plus tard, il nous est revenu. Le 8e jour de l'attaque israélienne, les tanks ont chargé et j'ai entendu des balles. J'ai épié par la fenêtre du salon. Notre pièce à vivre, elle était morte maintenant. J'ai vu un char sur une colline près de mon école. Un bulldozer construisait des remblais de sable pour que les chars et les soldats puissent s'y cacher. Nous n'avions nulle part où nous cacher. Nous n'osions pas allumer la lumière, ni monter nourrir les pigeons, ni sortir arroser les plantes. Nos voisins nous ont dit de venir chez eux, ils avaient une cave plus sûre que notre maison. Nous avons pris des habits, de la nourriture et des livres et la radio. Les Israéliens tiraient des obus au hasard, près de chez nous. Nos parents ont décidé qu'il n'était pas prudent de rester. Quelques heures plus tard, nous sommes rentrés à la maison en coup de vent pour fourrer d'autres habits dans des sacs en plastique. Mon père a dit que nous marcherions jusqu'à chez notre tante, à Sheikh Radwan. C'était, nous le savions, à 40 minutes à pied. Ça nous a paru durer une éternité. Nous étions à la fois morts et vivants. La mort planait au-dessus de nous, hélicoptères Apache, F-16 et drones bourdonnants. Nous n'avons vu personne sauf des maisons isolées et du sable immobile. J'ai aperçu quelques arbres, leurs feuilles vertes commençaient à pâlir. À 200 mètres de notre maison, j'ai vu une Mercedes jaune arrêtée au milieu de la route. Autour d'elle, rien ne bougeait. Il y avait des bouteilles de gaz et des sacs de farine sur la galerie du toit et dans le coffre. Une bombe israélienne avait tué le conducteur et d'autres personnes. Parmi elles, le frère d'un de mes amis, Mohamed Abou El-Jidian, 18 ans. Quelques autres passants étaient blessés près de la voiture. Les bouteilles avaient explosé et la farine de blé était répandue sur le sol, du pain tout frais cuit dans du sang tout chaud avec du sable en guise de levure. À côté, une ambulance immobilisée, l'ambulancier tué, Arafa Abdeldayem, mon professeur de sciences en CM1. J'ai vu son sang, un peu de la peau de son crâne et de ses cheveux à côté des roues de l'ambulance. J'ai appris plus tard qu'il arrivait pour aider les blessés de l'attentat contre la Mercedes jaune. Les Israéliens avaient utilisé une bombe à clous pour l'attentat. J'étais enfant et j'ignorais que les clous pouvaient tuer les gens. Je pensais qu'ils ne servaient qu'à construire ou réparer. On m'a bien eu. Mon professeur de sciences ne nous a jamais appris comment fonctionne une bombe à clous. Ce n'était pas au programme.
Mon pauvre professeur, personne n'est venu le sauver. Dans l'attentat de l'ambulance, mon nouveau voisin a aussi été assassiné, Gassam Aboul Amrin, à peine 20 ans. Aujourd'hui, je suis plus vieux qu'il ne l'était à l'époque. Ghassan était sorti acheter du pain pour sa mère, il n'est pas revenu. Sa famille s'est inquiétée, a allumé la radio pour savoir si son nom figurait parmi les victimes. C'est ainsi que nous apprenions habituellement qui parmi nous était mort. Un employé de l'hôpital qui connaissait la famille a appelé cette nuit-là. Il leur a parlé d'un jeune homme non identifié qui était à la morgue. Il se demandait si c'était Ghassan. La nouvelle de la mort de Ghassan est bien arrivée. Pas lui. Ma sœur de 3 ans, Saya, marchait à côté de moi pendant le voyage. Elle serrait ma main. Mes parents et mes frères et sœurs marchaient derrière nous. Nous n'osions pas nous retourner pour vérifier qui était bien là. J'avais 7 frères et sœurs à l'époque. Nous n'osions pas regarder derrière nous pour les compter et s'il en manquait. Les balles pleuvaient tout près de nous. Les chars israéliens étaient postés sur une colline éloignée, mais pour eux, grâce à leurs lunettes de tir, nous étions tout proches. Avant de partir, mon père avait ouvert la porte du poulailler pour que les poules picorent dans le jardin en attendant notre retour. Il avait aussi libéré les pigeons, certains qu'ils reviendraient quand nous reviendrons à notre tour. C'est le mois de janvier et nous sommes chez ma tante. Nous jeûnons, c'est un jour de fête religieuse. Ma mère me donne 5 shekels pour aller acheter des œufs et du pain pour le petit déjeuner de mes jeunes sœurs qui, elles, ne font pas le ramadan. Je mets mes claquettes noires, je mets la pièce dans la poche avant d'enfiler mon sweat à capuche, je fais la tête, je n'aime pas jeûner, j'ai tout juste 16 ans. Je marche vers l'épicerie pour accéder à ces satanés œufs, j'adore les œufs durs. Je vois une foule de gens rassemblés au croisement, ça m'intrigue, je m'approche d'eux. Comme je suis petit, je n'arrive pas à voir à travers la foule. Une lumière jaune me frappe. Ma tête est comme ouverte en deux, c'est l'impression que j'ai. Je me dis que la lumière m'aidera à voir plus clair. Le sang coule sur mes cils et sur mon sweat. Pendant quelques instants, je me demande mais comment peux-tu rester debout avec la tête coupée? Les gens autour de moi se sont écroulés, ils sont tombés comme des gouttes de sueur. Je suis toujours debout, l'image se fige. L'odeur de la poudre pénètre dans mes poumons. Comme un fou, je me mets à courir dans tous les sens. Quelqu'un me donne un mouchoir pour essuyer le sang sur ma joue gauche et sur mon front. Il me faut bien plus qu'un mouchoir, il n'y a pas que mes joues et mon front. Les éclats d'obus ont aussi troué mon cou et mon épaule. Je n'ai plus mes claquettes, les 5 shekels ont disparu. Je regarde autour de moi, les gens se précipitent vers nous. Une camionnette marquée « Ambulance » s'approche. Mais il n'y a pas d'ambulancier, pas d'infirmier, pas de lit pour s'allonger. Allez quoi, c'est la première fois que je suis blessé. J'entre dans l'ambulance. Quelqu'un jette un cadavre près de moi. Le corps est brûlé, peut-être sans tête. Je ne regarde pas, l'odeur est atroce. Je suis sincèrement désolé, qui que tu sois. L'odeur de la mort. J'ouvre la fenêtre pour avoir de l'air frais. Le chauffeur ne me demande pas comment je vais. À l'hôpital Al-Shifa, des gens entrent et sortent. J'arrive dans la salle des urgences, personne ne me regarde. Je m'assois par terre, à côté d'autres blessés. Certains gisent sur le sol, comme des allumettes brûlées. Une infirmière examine le trou dans mon cou et les blessures sur mon visage. Elle palpe mon abdomen et mon dos pour voir s'il y a des blessures que je ne sens pas. Un ascenseur monte mon brancard à la salle de radiologie. Un médecin soigne mes blessures. Quelqu'un s'occupe de moi. 1 heure passe. Arrivent mon père et mon frère. Mon frère montre le trou dans mon cou. Ton index peut entrer dans ce trou. Il est à quelques centimètres de ta trachée. Quand la roquette est tombée, si j'avais bougé un peu la tête pour regarder un oiseau sur un arbre ou pour compter les nuages qui venaient de l'ouest, les éclats d'obus m'auraient tranché la gorge. Je ne me serais pas marié avec ma femme, ni devenu père de 3 enfants, dont l'un est né en Amérique. Mon frère me dit « Quand on a entendu l'explosion, comme tu n'étais pas encore rentré à la maison, on a pensé que tu étais mort. On t'a cherché à la morgue. » Je regarde autour de moi. Les membres de ma famille entourent mon lit. Je les regarde discuter. Je les imagine priant autour de mon cercueil. Mon grand-père était un terroriste. Deuxième partie de ma lecture consacrée à une série de poèmes. Mon grand-père était un terroriste. Il s'occupait de son champ
arrosait les roses de la cour, fumait des cigarettes avec grand-mère sur la plage jaune étendue là comme un tapis de prière. Mon grand-père était un terroriste. Il cueillait des oranges et des citrons, allait pêcher le matin avec les gars du village et quand il menait son cheval Pie chez le maréchal Ferrand, il chantait pour se donner du courage. Mon grand-père était un terroriste. Il se préparait une tasse de thé au lait, s'asseyait sur sa terre verdoyante, douce comme de la soie. Mon grand-père était un terroriste. Il quitta sa maison, la laissant aux hôtes qui arrivaient. Il posa de l'eau pure sur la table pour qu'il ne meure pas de soif après la conquête. Mon grand-père était un terroriste. Il alla trouver refuge dans la ville la plus proche, aussi vide que le ciel triste, déserte comme un campement abandonné, obscur comme une nuit sans étoiles. Mon grand-père était un terroriste. Mon grand-père était un homme qui faisait vivre une famille de 10 personnes. Son seul luxe était d'avoir une tente avec un drapeau bleu aux couleurs de l'ONU fixé tout en haut du piquet rouillé sur une plage près d'un cimetière. Nuit sans étoiles. Nuit sans étoiles. Je me tourne et me retourne. La terre tremble. Je tombe du lit. Je regarde par la fenêtre. La maison d'à côté n'est plus debout. Elle gît au sol, comme un vieux tapis tombé à terre, piétiné par les missiles. Des pantoufles volent çà et là, échappées de pieds sans jambes. Je ne savais pas que mes voisins avaient toujours cette petite télé et sur leur mur ce vieux tableau. Je ne savais pas que leur chatte avait eu des chatons. Un peintre palestinien. 2 oiseaux quittent leur nid, ils chantent peut-être pour l'artiste qui travaille dans ce qui était jadis un jardin bien tenu. Il peint une nouvelle maison, et même un nouveau jardin, sans éclat d'obus, sans poutres métalliques tordues, sans résidus de briques, de fils électriques. Mais il semble hésiter en voyant une poupée sans tête qui gît dans les décombres. Je me demande s'il va la peindre avec la nouvelle maison et le jardin ressuscité. Cela pourrait détruire l'harmonie d'ensemble, déranger le visiteur venu d'ailleurs. Découverte. Nous nous portons bien et nous allons mal. La vie continue à Gaza et rien ne le justifie. À Gaza, il fait beau. La lune caresse les feuilles des orangers. Les gens de Gaza, eux, vont et viennent les mains vides, sans heureuses nouvelles à apporter aux enfants, sans bonbons pour adoucir leur bouche amère, sans lumière pour lire. Exercice difficile. À Gaza, respirer est une épreuve. Sourire, une opération de chirurgie esthétique qui déforme nos visages. Se lever le matin, c'est tenter de survivre un jour de plus. C'est revenir d'entre les morts. Marelle olympique. Assis avec ma famille et mes amis dans la nuit tiède du Ramadan, je bois du thé. Les garçons jouent à cache-cache, les filles à la marelle, les mères bavardent et rient. Un bruit de drone bourdonnant au-dessus de nous met fin au jeu, aux voix, aux rires. Un missile rate sa cible, il tombe dans un champ voisin. Des éclats d'obus sectionnent les fils électriques. La poussière recouvre le thé comme la mousse d'un café au lait. Arrivent d'autres missiles, à l'affût de tout ce qui bouge. Les anges emportent ma nièce, encore bébé. Nous regardons autour de nous et ne trouvons que son biberon. Rêve. Bateau échoué. Je suis un bateau échoué, seul sur la plage. Les vagues s'approchent, elles veulent m'atteindre, toucher ma main et me rassurer au moins un instant. Les mouettes au-dessus de moi lancent des instantanés d'ombre et de joie. L'obscurité tombe soudain sur la nuit sans lune. Me voilà flottant sur la mer. Une porte dans l'eau s'ouvre en dessous de moi, un tourbillon m'entraîne et me laisse dans un état encore inconnu. Je me sens à l'abri pour l'éternité. Et j'entends mon père dire « Repose en paix, tu as trouvé une vie meilleure. »
repas de guerre quotidien. Dans les guerres précédentes, nous partagions nos repas avec nos voisins dans la cave. Mon frère allumait un feu dans le vieux brasero et je préparais le thé en posant la bouilloire sur les braises. Il y avait une trêve tous les 2 jours. Mon père en profitait pour sortir voir comment allaient les poules et les canards dans l'enclos. Ma mère montait sur le toit par l'échelle et mettait de l'eau dans les bols pour les moineaux et les pigeons. On amenait les hommes dans des prisons ou dans des camps de concentration. Pendant leur transfert, ils voyaient ceux qui les combattaient et les tuaient, eux et leurs familles. Aujourd'hui, nous ne voyons pas ceux qui nous enlèvent toute la beauté. Même en plein jour, nous ne voyons pas nos ombres. Les F-16 avalent la lumière du soleil et projettent sur nous, morts ou vifs, leurs ombres de leurs gros ventres. Les bombes frappent les maisons, les abattent, écrasent les frigos et la vaisselle. Une maison se transforme en un ragoût de béton et de sang. Nous ne partageons plus les repas avec nos voisins. À jamais sans pays. Avant mon long voyage, je fais mes valises, je les remplis du sable de chez nous, des parfums de la cuisine de ma mère et des chants des oiseaux du matin. Et dans mes poches, je mets les points cardinaux. Mes mains servent de boussole. À l'aéroport, je supplie l'agent de ne pas ouvrir mes valises et s'il le faut de manier mes vêtements avec précaution car sinon je me retrouverai debout sur rien, entouré de rien, ne voyant rien, sans poids et à jamais sans pays. Et le dernier poème que je vais vous lire est celui qui a donné le titre de ce livre, ce que vous trouverez caché dans mon oreille. Quand vous m'ouvrirez l'oreille, faites-le très doucement. La voix de ma mère persiste encore quelque part. Sa voix est l'écho qui m'aide à retrouver l'équilibre lorsque j'ai des vertiges à force d'hypervigilance. Vous y trouverez peut-être des chansons en arabe, des poèmes en anglais récités à moi-même ou le chant que j'adresse aux oiseaux gazouillant dans la cour. En recousant la plaie, n'oubliez pas de remettre toutes ces choses dans mon oreille, mais surtout remettez-les dans l'ordre comme vous rangeriez vos livres dans votre bibliothèque. Le bourdonnement du drone, le F-16 rugissant, les hurlements des bombes lâchées sur les maisons, sur les champs, sur les corps, le fracas des tirs de roquettes au loin, retirez tout cela de mon petit conduit auditif. Vaporisez la plaie du parfum de vos sourires. Injectez le chant de la vie dans mes veines pour me réveiller. Battez doucement le tambour pour que mon esprit danse avec le vôtre, cher docteur, jour et nuit. Et ce poème est dédié à la doctoresse Alicia Kennel, qui l'avait soignée lors de l'attentat dans lequel son cou avait été percé par des fracas d'obus. Voilà, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine lecture.